Je suis pas un expert de la science participative, hein, pour le dire très sincèrement, mais l'idée c'était de partager un peu autour de deux expériences qui étaient intéressantes et à la fois assez rigolotes et assez stimulantes dans ce domaine. Alors du coup, très rapidement, de quoi on va parler? Alors, comme je parlais quand même de mon expérience dans le domaine de sciences participatives, sciences ouvertes, sciences citoyennes, je vais quand même très rapidement vous dire quel est un peu le sujet de mes recherches, mais je ne vais pas être trop long là-dessus parce que c'est pas très intéressant. Ce qui va m'intéresser ensuite, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait cette démarche-là, donc les limites qu'on a actuellement et qu'on voulait un peu dépasser. Et du coup, je vais parler au travers de deux projets à Unero ici, donc le projet Alaska dans lequel on a commencé ça et dans lequel ça a plutôt très bien marché. Et du coup, on a continué avec un autre projet qui s'appelle le projet Cover, mais à la fois le nom du projet n'est pas le plus important. Alors, je vais essayer de pas être trop long. Le but, c'est qu'on discute. Encore une fois, je suis vraiment pas expert dans ce domaine-là, mais l'idée, c'était de partager cette petite expérience. Hein. Donc, la stéganographie, c'est mon idée de recherche, et notamment dans les images numériques, dans les photographies numériques. Alors, très simplement, hein, je vais faire vraiment de la vulgarisation un peu de bas niveau, mais la stéganographie, vous avez un exemple ici avec deux images. Je fais toujours le même exemple, c'est toujours assez simple. Mais dans l'image de droite, en fait, il y a la présentation qui est cachée. Et naturellement, on voit pas la différence. L'idée, c'est que on modifie un média de façon imperceptible. Donc ici, en l'occurrence, une image. Ça se présente bien sur un PowerPoint, hein, mieux qu'un son. Et en fait, en modifiant de façon imperceptible cette image, on arrive à cacher un message. Il y a plein d'exemples d'applications, plein de choses qu'on peut faire avec, mais on va pas forcément en parler. Le scénario dans lequel ça s'inscrit schématiquement, donc vous imaginez, vous avez souvent, on appelle ça le scénario du prisonnier. Vous avez Alice et Bob qui sont en prison, vous êtes communiquer un message. Typiquement, on peut imaginer que la cryptographie, c'est utile pour envoyer des messages de façon sécurisée, sauf que entre Alice et Bob, il y a un gardien qui va inspecter les communications. Donc on peut imaginer, souvent moi je dis le cas good guy, bad guy. Donc les gars qui sont plutôt bien, c'est les gars qui sont dans un état qui surveillent les communications, pour des raisons que vous pouvez imaginer. Et donc du coup, ils ne souhaitent pas forcément envoyer des données chiffrées parce que forcément, échanger des données chiffrées avec certaines personnes dans certains pays, ça peut être un peu suspect, ou ça peut vous emmener en prison. Et puis vous avez au contraire le scénario bad guy où vous imaginez des terroristes mettre en place un plan au hasard pour attaquer des tours qu'on appellerait jumelles. Du coup, forcément, si on envoie des données chiffrées, le message devient imperceptible, c'est le principe de la cryptographie. Sauf que les données chiffrées, c'est super facile à repérer. Dès que vous commencez à chiffrer des données, tout le monde sait que vous envoyez un truc chiffré. Personne sait ce que vous envoyez. Tout le monde sait que vous envoyez un truc que vous avez chiffré. Donc du coup, a priori, le gardien, dans le cas de notre scénario ici, il va s'autoriser à couper les communications. Ou plus si affinité. Dans ce cas précis, du coup, on imagine un scénario, enfin dans ce scénario-là, on imagine qu'on pourrait utiliser la stéganographie, c'est-à-dire envoyer des messages, des images, qui sont de la France anodine, et genre un chat sur Internet, c'est tout à fait anodin. Et du coup, dans l'image, il y a un message qui est caché. Alors naturellement, il y a un truc qu'on voit en plus quand même, c'est plus pour être un peu pour un détail, mais il faut qu'il y ait une clé partagée entre les protagonistes au préalable. Mais ça, le problème de partage de clés, c'est pas vraiment ce que ça fait. Et puis enfin, dernière étape, pour être un peu plus complet, en stéganographie, on cherche souvent à insérer dans certaines zones de l'image que dans d'autres. Donc typiquement, on imagine que dans une image telle que le cheval que je vous ai présenté, il y a des zones qui sont plus propices à cacher l'information. En fait, on n'a pas une information qui est dissimulée n'importe où, mais elle est plutôt concentrée sur certains endroits. Et si on veut aller plus loin, en fait, le problème de la stéganographie, en général, on le résume de la façon suivante, c'est modifier les pixels avec une certaine probabilité, sous la contrainte de pouvoir modifier, insérer le message que je peux insérer. Voilà. Donc c'est vraiment le problème de la stéganographie aujourd'hui. Et ça marche plutôt très bien, donc c'est vraiment très efficace. J'en parlerai un petit peu plus dans les aspects pratiques, mais en tout cas, les algorithmes et les programmes qu'on a dans le domaine de la recherche sont vraiment extrêmement efficaces. Alors, malgré tout, il y a plusieurs limites. La première limite qu'il faut pointer déjà, c'est que moi, je fais pas de la stéganographie, je fais plutôt de la stéganalyse, c'est-à-dire que moi, je fais plutôt le rôle du gardien dans votre schéma. Et en fait, le rôle du gardien, il est extrêmement compliqué. Alors, il y a plein de choses qu'on peut parler. Je voulais mentionner que c'est des travaux qui avaient été faits avec deux collègues, donc Patrick Bach, qui est un collègue de Lille, et Quentin Chiboulot, qui est un futur collègue, mais qui était doctorant à l'époque. Et on a commencé avec lui en 2015 avec un stage très simple. En gros, prenons des images sur Internet et essayons de voir est-ce qu'on arrive à trouver de la stéganographie sur Internet. Et en fait, ça a donné des résultats qui étaient totalement catastrophiques, rien ne marchait. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, ce qu'on faisait en laboratoire,
c'était pas du tout représentatif de ce qui se passe dans la vraie vie. C'est-à-dire que nous, on a des images. Typiquement, l'exemple qu'on prenait, c'est un appareil photo. On prend des images, on prend toujours le même appareil photo, toujours le même réglage, on prend toujours un peu les mêmes types d'images. Puis après, on dit, ouais, c'est super, on arrive à détecter. Puis après, quand on va sur Flickr ou sur, je sais pas quel type de site sur lequel vous allez pour télécharger des images, vous avez des photos, certaines sont redimensionnées, certaines appareils photo, certaines sont coupées, certaines ont rajouté des trucs dessus pour faire croire que. Et du coup, en fait, c'est plus du tout le même type d'image que ce qu'on avait vu. Alors, sachant que nous, ce qu'on faisait détecter, c'est quand même un truc qui est très subtil. Vous imaginez que si sur une image, vous collez le visage de quelqu'un d'autre à la place, la modification elle est quand même beaucoup moins subtile, quoi. Donc, en fait, on essaie de détecter un tout petit mouvement dans quelque chose qui est potentiellement modifié de façon énorme. Donc, résultat un peu mitigé, on pourrait dire. Parce qu'en fait, ça ne marchait absolument pas. Alors, ce dont on s'est rendu compte quand même, c'est que schématiquement, un peu de façon historique, la stégananalyse, donc le rôle du gardien, n'a jamais été réellement développé pour être appliqué en stéganographie, en tout cas dans ce domaine-là. Donc, on peut peut-être imaginer, bon, je vais prendre un peu de réserve, parce que je suis pas spécialiste du sujet, mais que pour la cryptographie, on a un peu le même twist. La cryptographie, les travaux de cryptanalyse sont généralement pas faits pour être appliqués. Typiquement, si vous regardez les hypothèses de travail qu'il y a en cryptographie, on vous dit qu'on a 2 puissance 128 messages chiffrés avec le clair correspondant. Faut peut-être me les trouver avant de commencer à partir sur des hypothèses comme ça, quoi. Donc voilà, on a des hypothèses qui sont pas réalistes, mais qui sont faites en fait plutôt pour tester la sécurité d'un algorithme de stéganographique, ce qui peut être bien dans un contexte académique, mais qui dans un contexte appliqué n'est plus forcément nécessaire. Alors, on a fait une petite étude, notamment pour montrer un petit peu le hiatus qui pouvait exister entre le domaine appliqué et le domaine académique. Je vous ai mis quelques exemples ici. Alors, on a étudié les publications et schématiquement, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on s'est rendu compte par exemple que un tiers des papiers seulement utilisaient des images qui étaient compressées. Voilà, donc 2 tiers des papiers utilisent des images qui sont non compressées. Je ne sais pas combien de fois vous avez eu des images non compressées sous les mains et combien de fois votre appareil photo il vous a sorti des images non compressées, mais je pense que c'est proche de 0%. Donc voilà. 85% des images sont pas en couleur. Voilà. Donc ça, c'est encore une fois, c'est juste pour montrer l'hiatus qu'il y a entre le domaine académique et la vraie vie. Et je pense que, alors, c'est le cas en stéganographie, je pense que c'est le cas en cryptanalyse, mais je pense que c'est le cas aussi de façon plus générale dans une bonne partie des domaines de recherche. Et si je m'avance un peu, je dirais notamment dans le domaine du traitement de la donnée, où on a des vrais problèmes de reproductibilité et de représentation de données réelles. 80% des travaux ne distinguent pas faux positifs ou négatifs. Bon, ça, c'est un peu mon côté statisticien qui va parler, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose, quoi. Et typiquement, en stéganographie, on fait plutôt avoir assez peu de faux positifs. Après, on ne sait pas. Et puis voilà, 70% des images utilisent exclusivement une base de référence, c'est-à-dire toujours en fait les mêmes images qui ont été prises avec 5 appareils photo différents, les mêmes réglages, etc., et traitées de la même façon. Donc voilà, tout ça pour vous dire que on est dans un contexte académique qui est très loin du contexte expérimental, du contexte appliqué, et je suis pas certain que ce soit le seul domaine dans lequel on ait cette différence entre contexte académique et contexte appliqué. Alors, c'est aussi un des enjeux de mes recherches, et j'aimerais bien aller un peu plus dans des problématiques appliquées. Et du coup, on s'est intéressé dans le cadre de ce projet à comment faire pour aller dans le cadre plus appliqué. Il y a beaucoup de difficultés et une des façons qui nous a semblé évidente de surmonter toutes les difficultés qu'on peut avoir, c'est peut-être de faire appel en fait à plein de gens qui pouvaient chacun avoir un bout de solution plutôt que essayer de régler tout un tas de problèmes tout seul dans notre coin. Les problèmes, je les ai montrés, finalement on a des bases qui sont pas représentatives et puis il y a beaucoup d'autres. On a plein de logiciels pour insérer des données, on les connaît pas tous, on a beaucoup de problèmes. Je vais peut-être rentrer en détail après. Donc, cette volonté d'aller dans de la démarche un peu plus participative, un peu plus ouverte, où on ferait collaborer pas mal de gens, et notamment des gens qui ont des connaissances un peu empiriques sur certains sujets qui peuvent nous intéresser. Alors, j'ai mis une définition, mais l'idée vraiment de la science participative, c'est de faire collaborer des gens qui ne sont pas des acteurs académiques usuels, donc non professionnels, non académiques. Ça nous a semblé plutôt une bonne chose. Alors, on l'a fait sans le savoir, un peu comme certains font de la prose sans le savoir. Et encore une fois, notre but, c'était vraiment d'essayer de se rapprocher des conditions expérimentales, des conditions réelles, avec tout un tas de problèmes à régler
auxquelles on s'était même jamais confronté. Et l'idée de la science participative, ou de alors, on a fait ça sous la forme d'un concours, avec l'idée que ça motiverait un peu les gens. Donc c'est un peu l'idée, on appelle ça du challenge-based learning, un petit peu aujourd'hui en domaine académique, mais pédagogique, mais c'était un peu l'idée. Et l'idée, c'était que, en fait, il y a des concours qui se font, et paradoxalement, en cas, ce qui se fait dans les concours de ce type-là, en fait, les gens, ils sont pas trop individualistes. Ils collaborent assez facilement. Alors, le meilleur exemple que je peux donner, c'est un exemple qui est vraiment personnel, mais j'ai travaillé avec une dame qui faisait du Rubik's Cube, qui solvait le Rubik's Cube rapidement. Donc, elle est très connue dans le domaine. Elle s'appelle Jessica Friedrich. Elle a inventé la méthode de référence. Super. Et à l'époque, elle gagnait les concours internationaux en une vingtaine de secondes pour résoudre le Rubik's Cube. C'est déjà pas mal, quoi. Aujourd'hui, 20 secondes, c'est lamentable. Je pense qu'à moins de 7 secondes, on parle même pas, globalement, quoi. Et qu'est-ce qui a fait qu'on est passé de 20 secondes en 7 secondes alors que la méthode est restée la même? C'est qu'en fait, juste dans les années 2000, globalement, les gens, ils se voyaient une fois par an, parce qu'il y avait une compétition internationale de Rubik's Cube, et chacun se donnait un peu ses trucs pour aller un peu plus vite. Du coup, le progrès était relativement lent. Et puis, quand s'est développé Internet, les gens commençaient à échanger de façon beaucoup plus rapide sur Internet, sur des forums. Bah, tiens, moi, je fais ça comme ça, moi, je fais ça comme ça, bah, tu vois, moi, telle partie, là, je l'optimise comme ça, etc. Et le temps a décru extrêmement rapidement de 20 à 7 secondes, seulement parce que les gens ont pu s'échanger assez rapidement les trucs et astuces qu'ils connaissaient et optimiser un peu l'algorithme de résolution du Rubik's Cube. Bah, l'idée, c'était pareil. C'était de faire un challenge. Et en fait, dans ce type de challenge, même s'il y a un enjeu compétitif et les gens, ils voudraient, je pense, quand même gagner le championnat du monde de Rubik's Cube, mais malgré tout, ils partagent quand même leur information. Alors, je suis pas sociologue, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais c'est comme ça que ça se fait. Et dans ce type de challenge, c'est effectivement comme ça que ça a marché. Donc, on a posté un challenge avec de la stack analyse et le but, c'était que les gens essayent de partager des informations. Alors, c'était très compliqué. C'est quand même un point sur lequel j'insisterai peut-être un petit peu, mais la science participative, ça peut être très chronophage, ça peut demander beaucoup de données et beaucoup de travail. Donc, typiquement, dans notre exemple, bah, il fallait qu'on donne des données. Et en fait, vous n'avez pas le droit de prendre n'importe quelle image. Il y a un vrai problème de droit d'auteur aussi. Tu n'as pas le droit de prendre n'importe quelle image et dire, tenez, bah, voilà. Après, il y a des gens qui font de l'entraînement d'IA sur plein d'images, mais ils ont des problèmes. Voilà. On est par exemple DALL-E, ou des générateurs d'images par IA, bah, voilà. Vous leur demandez des images avec un copyright, puis ils vous sortent une image où c'est écrit, ça suit la propriété de. Donc, il y a peut-être un petit souci dans la façon dont ça a été fait, mais c'est pas mon problème. En tout cas, on a essayé de faire assez proprement, donc on a capturé nous-mêmes nos propres images pour être sûr qu'on avait les droits sur ces images-là. On a essayé de faire ça donc avec beaucoup d'images. On a essayé d'être proche de la vraie vie, donc du coup, on a développé les images de façon plus ou moins aléatoire. Ça a pris pas mal de temps et on a étudié ça donc notamment avec ce doctorant Quentin qui a fait un vrai travail pour développer les images de façon aléatoire, maximiser un petit peu la diversité des images. Et voilà, et on a utilisé quand même une cinquantaine d'appareils photo et de téléphones et de tablettes pour essayer d'être le plus représentatif possible. Et puis ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé sur Flickr. Donc Flickr, c'est un peu un site de partage d'images pour ceux qui ne connaissent pas, qui est assez connu. Et puis on a regardé tel paramètre, comment les distribuer, et on a essayé de coller à la distribution de chacun des paramètres qu'on avait dans notre base d'images. Donc c'est quand même extrêmement chronophage comme travail. Je vous montre ici un petit peu l'un des problèmes qu'on a en stack analyse, qui était parmi ceux qu'on souhaitait adresser, c'était pourquoi est-ce qu'on a des sources qui sont hétérogènes? Parce qu'une image, en fait, c'est pas juste un appareil photo qui capture une scène, mais c'est différentes scènes, différents appareils photo, et à chaque fois, quelque part, on a un phénomène combinatoire. On peut avoir différentes scènes, on peut avoir différents appareils photo qui capturent différentes scènes, différents paramètres d'acquisition, donc typiquement sensibilité, temps d'exposition, etc. Vous connaissez un petit peu. Différents traitements, différentes tailles, différents types de traitements de couleurs aussi, différentes compressions, avec des taux de qualité qui pourraient être différents pour le JPEG. Donc, voilà, tous ces paramètres-là vont changer les propriétés de ce qu'on observe et changer la façon dont on va faire de la stack analyse ou comment notre méthode de stack analyse peut fonctionner. Donc ça, j'en parle un petit peu parce que c'est l'un des problèmes qu'on avait, ou le principal problème qu'on avait en stack analyse, c'est-à-dire que quand je dis qu'en essayant sur des bases imaginaires ça marchait pas, c'est-à-dire qu'en fait on s'est rendu compte assez rapidement que l'hétérogénéité des images qu'on avait dans la vraie vie fait que on n'arrivait pas à faire fonctionner n'importe quel algorithme de détection. Donc on a fait un challenge. Alors on a utilisé un site spécifique à ça qui s'appelle Kaggle en anglais, en bon anglais, et on a été quand même un peu aidé parce qu'ils nous ont prêté de l'argent pour donner des récompenses aux gagnants. Donc du coup ça a plutôt motivé les participants. Et encore une fois, malgré tout, ils échangeaient des données.
Et alors on est resté sur un scénario qui est quand même assez académique, c'est-à-dire qu'on donnait des images, ce qu'on appelle d'entraînement aux joueurs, on leur donnait des images en disant voilà, celle-là, elle contient l'information cachée, celle-là, elle n'en contient pas, et donc ils en avaient 80 000 fois 2 comme ça. Et puis ensuite on leur donnait 5 000 images sans la réponse évidemment, et c'était celle-là sur laquelle ils devaient retrouver est-ce qu'il y a de l'information cachée ou pas, et c'était là-dessus qu'ils étaient évalués. Voilà, donc c'était, je ne prends pas une taille, mais c'était un concours qui était assez long à organiser. Pour la petite histoire, encore une fois, j'insiste un peu là-dessus, mais c'est compliqué dans des problèmes de sciences participatives, notamment parce qu'il y a des gens qui ont essayé de tricher, naturellement, et il y a des gens qui sont arrivés. Donc les deux exemples qu'on a eus, c'est qu'on a eu quelqu'un qui a remarqué que quand je prenais les images, en fait, donc je prenais les images toutes une par une, et certaines j'insérais. Et dans ces cas-là, il y avait un temps de calcul qui est légèrement plus important. Donc en regardant les temps exactement de modification des images, on peut voir que quand il y avait un temps légèrement plus important entre deux images successives, c'est que l'image précédente avait été modifiée. Voilà. Donc du coup, il y a eu quelqu'un qui a attaqué comme ça, et il y a quelqu'un qui a fait encore mieux, je trouvais. C'est-à-dire qu'on demandait aux gens de donner les images dans lesquelles il y avait l'information cachée. Donc on leur demandait un numéro, il y avait un indice pour chaque image, et en fait, on pouvait rentrer un nombre qui n'était pas entier. Et quand on rentrait un nombre qui n'était pas entier, c'était pas pris en compte. Et donc, il y a une personne qui a été très intelligente, qui a proposé d'entrer un nombre pas entier, sauf un nombre entier. Et en fonction du résultat, il savait si le nombre qu'il avait rentré était correct ou pas. Et donc, il fallait qu'il fasse 5000 fois de test en rentrant image 1, image 2, image 3, et en sachant est-ce que image 1, c'est avec ou sans information cachée. Voilà. Je suis un peu mis sur l'explication, c'est un peu, un peu compliqué, mais voilà, c'est le genre de triche auquel on ne pense pas du tout et auquel, forcément, en tout cas, quand on fait un concours en sciences participatives, on tombe forcément. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, je suis pas forcément là pour faire un discours un peu professoral. Donc, bilan, c'était long, c'était chronophage, c'était compliqué, mais c'était super stimulant. Les gens ont vraiment participé, les gens se sont vraiment donné pas mal de tuyaux et nous ont quand même pas mal permis de comprendre comment est-ce qu'on pouvait gérer cette hétérogénéité des données et comment on pouvait un petit peu élargir nos résultats. Donc on a quelque chose qui marche un peu mieux maintenant. Alors la seule petite réserve que je mettrais, c'est qu'en fait finalement on a des gens qui sont non-chercheurs, donc qui évidemment nous ont donné des trucs, mais c'est un peu à nous de bosser ensuite pour comprendre, ils ont fait des trucs qui ont l'air de marchoter. C'est à nous de comprendre pourquoi est-ce que ça marche et comment est-ce que ça marche exactement. Parce que ça, c'est pas vraiment les questions que les gens se sont posées, quoi. Donc derrière, il y a eu une grosse phase de travail quand même pour comprendre qu'est-ce qui se passait. Et typiquement, on s'est rendu compte dans les gens qui ont eu les meilleurs résultats qu'en fait, ils utilisaient donc ce qu'on appelle des méthodes de deep learning, pour en parler, d'apprentissage un peu profond. C'est très à la mode aujourd'hui, mais qu'ils apprenaient pas uniquement sur les 80 000 images qu'on leur donnait, mais qui commençaient par préapprendre sur des millions et des millions d'images. Et que ça, en fait, ça leur donnait un avantage important. Et que c'est comme ça, notamment, on imagine qu'ils ont appris à gérer l'hétérogénéité de nos bases d'images très larges. On n'a pas pu faire ce complet, donc typiquement, on voulait aller sur une évaluation avec un faible taux de fausses alarmes. Ça, on n'a pas pu le faire, malheureusement, parce que le site de concours ne nous a pas laissé faire ça. Et puis, très rapidement, pour conclure avec la suite, la suite, ça va être le projet Uncover qu'on va faire, qu'on est en train de faire actuellement. On a d'ailleurs un petit peu commencé déjà. Donc, le but, cette fois-ci, ce serait un peu parler de faire de la science participative pour de la détection d'informations cachées dans les images. Mais cette fois-ci, on va encore un peu plus varier le scénario académique. Donc, le scénario qu'on avait là, typiquement, il est certes un peu plus appliqué, mais il est quand même très académique dans le sens où on a des images, on apprend et on teste, et c'est quelque chose qui fait relativement dans le domaine académique, schématiquement. On imagine que dans le domaine appliqué, en fait, les cas d'application que j'ai eu, typiquement, on va donner 5 images, on va dire, qu'est-ce que tu en penses? Bon, 5 images, je sais pas, la liberté d'avoir 80 000 images pour apprendre où il y a de l'information cachée ou pas, quoi. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, ce qu'on note, c'est qu'en pratique, quand on fait de la stéganographie, de la ségadanalyse, il y a plein de petits autres types d'indices dans les médias qui peuvent nous aider à comprendre que ce média il a été truqué ou il y a un truc qui est caché ici ou là. Et ça, par contre, c'est plus trop du domaine qui est mon domaine un peu d'analyse statistique, c'est plus de la P2P informatique, on va dire. Ça, c'est un domaine que moi, je ne maîtrise pas du tout. Donc, en fait, on s'est dit, pourquoi ne pas refaire un challenge, mais plutôt côté hacking et demander aux hackers, voilà des médias, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez qu'il y a des trucs qui sont pas normaux, des données GPS qui sont aberrantes, des choses comme ça, auxquelles, franchement, moi, j'ai jamais pensé à regarder, quoi. Donc, on va faire ça dans la suite. On a commencé à le faire avec ces étudiants dans le cadre d'un hackathon qui a eu lieu
3 semaines, je pense, donc qui portait sur ce sujet-là. La difficulté qu'on a, c'est que pour faire ce type d'expérience, il faut quand même qu'on maîtrise un petit peu la difficulté. Si on donne des trucs qui sont vraiment impossibles à faire, c'est pas très motivant non plus. Quand au bout de 12 heures, on s'est cassé les dents et qu'on n'a rien trouvé. Surtout quand les gens, enfin, moi-même, je suis pas capable d'aider, quoi. Si on donne des trucs qu'on sait résoudre, c'est pas très intéressant non plus, parce que du coup, on va pas apprendre grand-chose. Donc il y a vraiment une difficulté pour moi, en tout cas dans cette expérience future, à jauger de la difficulté dans des éléments auxquels j'aimerais bien apprendre quelque chose, mais en même temps sur lequel voilà, le niveau de difficulté soit un peu adéquat. Donc ce qu'on avait fait pour ce hackathon avec les étudiants, typiquement, c'est qu'on avait fait un peu des trucs crescendo où certains en connaissaient, d'autres on imaginait que, et puis certains on ne savait pas du tout. Donc les étudiants, ils avaient comme ça différentes étoiles, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, en fonction qu'on savait ou pas comment résoudre le challenge, je sais pas. On va le refaire en septembre là pour les forces de l'ordre, je pense, et puis on va le refaire ensuite de façon participative à l'automne. Sous quelle forme, on ne sait pas exactement, mais l'idée ce sera cette fois-ci de faire un challenge de hack. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Encore une fois, je suis pas un spécialiste du domaine des sciences participatives, mais on a eu cette expérience-là. Qui m'ont semblé assez stimulantes, assez finalement fructueuses aussi, en un certain sens. Ça demande énormément de travail en amont, en aval, mais finalement, ça nous a quand même pas mal apporté. Et puis, voilà, avec ces 2 approches différentes, une qui était plutôt dans mon domaine, donc analyse des données, traitement statistique, et une qui n'est pas vraiment dans mon domaine en hacking. Mais dans les 2 cas, on se rend compte qu'on apprend énormément de choses. Voilà, avec la réserve que la science participative, c'est quand même un travail de recherche et que c'est long et très, très chronophage. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai essayé de ne pas être trop long. Encore une fois, c'est pas mon domaine, mais je suis prêt à discuter de ce sujet-là avec grand plaisir. Merci. Ouais, Nicolas. J'avais des amis sur le jeu que tu as fait à Alaska, l'analyse de la map. Tu t'attendais à une analyse purement statistique de l'image pour identifier la scénographie. En fait, quand il y en a qui réfléchissent, donc d'autres manières. Ouais, tout à fait. Bon, pour la type de scénographie, c'est de trouver des messages cachés. C'est vrai, non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, justement, est-ce que cette démarche participative, ça t'a sorti un peu au cadre de recherche, finalement, ce que j'entends, et est-ce que tu étais prêt à ça au début, et comment tu as accepté de changer, finalement, ton approche de recherche? Alors, c'est une très bonne question. Alors, dans le cadre du concours, clairement, on l'a interdit parce que c'était pas le but, quoi. C'est pour ça que j'ai appelé ça un peu de la triche. Maintenant, c'est vrai que ça m'a vraiment fait réaliser que il y a tout un domaine que je connaissais pas très bien de stég analyse qui consiste à essayer de chercher des indices de façon détournée, et qu'en fait, c'est tout un pan du domaine qu'on n'explore pas du tout, ou à ma connaissance, qui est très très peu exploré. Et c'est en partie comme ça que je me suis rendu compte que c'était une piste à creuser, quoi. Que si on voulait faire les choses appliquées, que c'était quelque chose sur lequel on pouvait pas vraiment fermer les yeux. Et ça t'a pas démotivé sur tes sujets classiques de recherche en disant en fait ce que je ne fais pas rien? Non, non, parce que les 2 sont assez complémentaires finalement. Là, quand on travaille avec les forces de l'ordre, on se rend compte que avoir certains, le problème de trouver des indices détournés, ce qu'on a actuellement, c'est qu'on ne sait pas le faire de façon générale. On sait le faire telle signature particulière, tel défaut particulier à se retrouver, mais voilà, à chaque nouveau logiciel, il va falloir faire cette analyse un peu fastidieuse de, en fait, est-ce qu'il y a des défauts, des failles qu'on peut repérer, et du coup, l'analyse un peu plus statistique, par contre, est beaucoup plus générale, quoi. Mais en termes de fiabilité, c'est effectivement, c'est pas des mêmes ordres de grandeur, quoi, c'est très clair. Ok. J'ai une petite question par rapport à tes collègues. Ouais. C'est du coup avec Quentin et... Patrick de Lille, ouais. D'accord. Et justement, c'était ma question. Est-ce que tu as fait une collaboration avec des gens extérieurs à l'UTC pour monter ce projet? Et quelle résonance a eu aussi par rapport à tes collègues? Ils se sont dit peut-être c'est chaud aussi que tu avais ou alors en fait c'est super intéressant, c'est une autre voix. Alors, c'est une bonne question. Quelle est la réception? Je pourrais pas dire, je pourrais pas répondre en entier. Je sais que ce collègue-là, forcément, puisqu'il a participé, c'est qu'il a trouvé le projet intéressant et qu'il a été motivé pour le faire. Après, j'aime pas trop tirer la couverture à moi, mais très honnêtement, je pense que c'est vraiment Quentin et moi qui avons passé 90% du temps parce qu'il y a vraiment un travail qui est très très long, quoi.
Enfin, je l'ai pas dit, mais ne serait-ce que pour prendre des images sur le Canon Raw, c'était 100 000 images à photographier, quoi. Donc, je sais pas si tu imagines, 100 000 images, c'est super, super chiant, quoi. Clairement, j'en avais marre à la fin. Après, je pense que la plupart des collègues, ils ont été hyper intéressés. Dans la communauté académique, ça a été gardé, je pense, un peu, peut-être avec circonspection un peu au début. Et finalement, je pense que les gens, ils ont été un peu piqués au vif. Bon, c'est mon sentiment, hein. Mais que les gens ont été piqués au vif un peu de voir que ça a démarré doucement. Et puis rapidement, en fait, des gens qui n'y connaissaient rien se sont mis à produire des résultats qu'eux-mêmes ils n'auraient jamais été capables de produire. Donc c'est là où les gens se sont dit « Ah, il y a peut-être un truc à aller voir » et du coup, il y a pas mal d'autres chercheurs qui ont participé. J'ai pas dénombré exactement combien de chercheurs, mais disons que dans les 50 équipes qui sont arrivées en tête, je pense qu'il y en avait une vingtaine, c'était des chercheurs, quoi. Parce que des gens se sont rapidement pris au jeu, se sont dit « Ah ouais, il y a peut-être des trucs à aller gratter, etc. » Cool. Ouais, j'en ai une question, on est au premier rang, mais là, posez une question. Un peu là-dessus sur les communautés, etc. Moi, je suis ancien chercheur, mais il y a les sciences participatives, et il y a la position du savoir. Je suis chercheur, j'ai le savoir, et les autres n'ont pas le savoir, alors que tout public peut avoir du savoir. Bien sûr. Donc, il y a la question de la méthode scientifique. Au départ, tu prends, j'ai pas acheté d'échantillons, pas assez de repos, comme dans d'autres phénomènes que l'on analyse, donc on peut jamais trop conclure. Il y avait l'idée principale, c'est augmenter la base de données pour voir, et puis derrière ça, il y a des nouveaux savoirs en tout cas des nouvelles méthodes qui sont développées, et comment ça a été intégré dans le côté sciences participatives. Je sais pas, est-ce qu'il y a des gens de sciences humaines et sociales qui sont devenus associés à ça, c'est un truc intéressant ou pas. Et sinon, dans la communauté d'experts, ah non, c'est un truc, est-ce qu'on est expert pour quelques sociétés ou c'est la société qui est expert? Est-ce que cette question est ressortie? Alors, effectivement, je pense que c'est la principale réserve. Les gens, comme je disais tout à l'heure, les chercheurs ont été un peu piqués au vif et ils se sont dit, ah ouais, il y a des gens qui font mieux, du coup, on va essayer de prendre un décision et de voir ce qu'on arrive à faire. Et la plupart n'étaient pas trop mauvais quand même, pour être honnête. Et effectivement, après, je pense que le retour qu'il y a eu un peu plus long terme, en tout cas, ce que j'ai ressenti avec les collègues, c'était, OK, les gens ont été vraiment bons sur ce problème appliqué, mais tu vois, c'est vraiment un problème appliqué, quoi. Moi, je m'intéresse plus à des problèmes de type, moi, je m'intéresse plus à la méthode, à la façon de détecter, et qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai un détecteur, que je peux comprendre, en fait, qu'ils sont pas forcément antinomiques, quoi. Après, je pourrais pas évaluer la bonne foi, si tu veux, de quelqu'un qui a cette position, mais je pense que les deux sont assez complémentaires. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, il y a aussi quand même une analyse après qui est importante pour comprendre, ah, OK, il a fait ça, ça a l'air de marcher, mais en fait, qu'est-ce qu'il a fait exactement et pourquoi ça marche? Et là, je pense que c'est un travail qui est beaucoup plus académique et qui est pas moins, pas moins fructueux. Quelque part, peut dire, OK, en fait, regardez, j'ai réussi à faire 2 fois mieux ce que tu faisais avant. C'est un peu pauvre d'un point de vue explicatif, quelque part, quoi. Donc, c'était sur le côté collaboratif, finalement. Mais mais ça a plutôt très bien marché. Et le meilleur exemple que je peux donner sur ce côté un peu collaboratif, c'est que dans les équipes qui ont plutôt bien marché, de mémoire, il y a une équipe qui était faite d'académiques. Alors, c'est un peu compliqué parce que ça revient aussi à expliquer le fonctionnement du site, mais en fait, dans le site de challenge qu'on a utilisé, les gens peuvent créer des équipes. Et en fait, les gens peuvent modifier au fur et à mesure, je crois que jusqu'à 3 semaines avant la fin, comme ça, ils peuvent choisir d'intégrer une équipe ou pas. Voilà. Je connais pas du tout ce genre de choses-là, mais et donc du coup, ces 3 chercheurs académiques se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui étaient non académiques, qui étaient très forts, et ils les ont intégrés. Donc ils ont intégré 2 non académiques dans leur équipe. Et l'idée, je pense, c'est de dire OK, viens avec tes trucs, explique-nous comment tu fais pour que ça marche si bien. Et puis nous, on va essayer derrière alors avec à temps contraint, mais de comprendre ce que tu fais et voir de l'améliorer un peu avec nos méthodes, un peu nos connaissances scientifiques un peu plus abouties, on va dire. C'est ce qu'on appelle la co-construction, c'est-à-dire. Mais c'était exactement ça. Et ça a plutôt bien marché. Je crois qu'ils sont arrivés deuxième, cette équipe-là, de mémoire. Et ouais, c'est vrai, quand ça fait vraiment partie des trucs intéressants. Du coup, c'était de la participation avec des chercheurs et des non-chercheurs. Mais au son, d'accord. OK. Dans cette équipe-là, d'accord, je pensais que c'était que des non-chercheurs à la base, mais enfin, en fait, c'est ouvert à tout le monde. Il y a aussi des chercheurs qui sont allés. C'était comme cette dynamique d'évolution des équipes au cours de l'avancée du challenge. Pardon, ça? La dynamique d'évolution des équipes au cours de l'avancée du challenge, je sais pas s'il y a
une trace pour voir. Non. Alors, stratégie. Ce que je peux dire, c'est que de mémoire, les règles sont que tu peux intégrer une équipe, mais tu peux plus. Enfin, t'as pas le droit de papillonner, quoi. Ouais. Quand tu intègres une équipe, c'est définitif. Et en fait, il y a une dynamique. Alors, j'ai pas les traces exactes, mais de mémoire, ça fait quelque chose comme les gens sont restés assez individuels pendant longtemps. Il y a la deadline qui approche, et en fait, 2 semaines avant la deadline, c'est là où les équipes se font. Et je crois qu'on aura des jusqu'à 5. Et en fait, voilà, à partir de la deadline, 80% des équipes ont tes 5 membres. C'était un peu l'idée. Donc ça se cristallise vraiment au moment où on doit faire les équipes. Et la base de données des images que Quick faisait, elle a été rendue publique. Alors, elle est rendue publique. Il y a un site qui s'appelle alaska.xct.fr sur lequel elle est disponible. On a essayé de faire ça avec le plus de transparence possible. Donc, le site est disponible, les images sont disponibles. La façon de générer les données en diversifiant le plus possible le traitement des couleurs, des pixels, etc., ça a été rendu public aussi. Quelle a été la reçue plus haute de l'organisation des images? Pardon? J'ai bien compris, vous avez 100 000 images, non? 100 000 images, ouais, à peu près, ouais. Ça fait, c'est quelle équipe? Il a une équipe qui a fait bien toute la réalisation de messages. Alors, c'est moi qui ai fait la visualisation. Je suis pas sûr de comprendre la question, mais il y a eu une phase de visualisation des images une par une pour être sûr que, c'est un peu compliqué, mais on n'a pas le droit de faire n'importe quoi, encore une fois. Et du coup, ça peut arriver qu'on prenne une photo et en fait, on se rend pas compte qu'il y a un enfant qui est en train d'uriner derrière. Ça, on n'aurait pas le droit, par exemple, parce que c'est ce que c'est une position compromettante, je sais pas quoi. Donc, il a fallu la regarder une par une. Oui, mais après, l'idée de cette équipe, il était de l'avénisseur, s'il avait ou pas un message caché. Ouais. Est-ce qu'il avait une équipe qui a réussi à bien l'avénisseur? Après, il y avait des images d'entraînement et il y avait 5000 images sur lesquelles il devait retrouver si les personnes a fait 5000 corrects. Ok. Les taux de bonne réponse, je sais plus. Les gens étaient assez proches, mais c'était de l'ordre de 90%. Ça aussi, ça fait partie des choses sur lesquelles il a fallu mettre le curseur là où il fallait, parce qu'il fallait pas qu'on se retrouve avec lui il a 99,9992 et lui il a 99,993 et en fait il y a une image de différence. Ce sera un peu ridicule quoi. Donc il a fallu vraiment trouver comment mettre le curseur pour que la différence soit significative quoi. Et qu'à la fois les gens ils se retrouvent pas avec des scores non plus. Enfin, et aussi qu'il y a un effet un peu satisfaisant à dire j'obtiens 80%. Je pense que c'est plus satisfaisant que de dire j'obtiens 2%. Voilà. Excellent. Du coup, les difficultés, là, vous avez diminué les difficultés. On a vraiment fait un travail important d'évaluation de ce que nous on pouvait obtenir et ce qu'on imaginerait que les gains qui pouvaient être obtenus. Comme le hackathon informatique que vous avez organisé il y a 3 semaines, c'est un peu des poules d'images. Exactement. En fait, nous très concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un peu les meilleurs algorithmes qu'on connaissait, on les a combinés. Donc on a fait notre travail quoi. On savait aussi un petit peu comment étaient développées les images. Donc on les a un peu réorganisées en disant ok celle-ci sont ce type-là, donc on les a un peu clusterisées on va dire pour faciliter le travail. Et on a dit ok là on constate qu'avec tel type d'insertion j'obtiens à peu près 70% de bonne réponse quoi. Donc 70% c'est bien, c'est pas trop et c'est pas trop faible non plus donc voilà. Et les gens sont montés. Je sais plus, je crois qu'on était parti à 70, 75, les gens sont montés à 80, 90, 95 de mémoire. Ouais. Non, il n'y a pas de question, donc assez naturellement, tu as parlé de l'aspect concours. Ouais. Est-ce que c'est arrivé pour vous naturellement de dire on va faire un concours pour attirer les gens? Il y a l'aspect financier. Est-ce que tout ça, c'était naturel dès le début? Ou c'est arrivé sur le tas parce qu'on a vu qu'il y avait personne qui s'investissait? Alors, c'est une bonne question. En fait, on l'a fait 2 fois le concours aussi. On l'a fait une première fois pour faire de la pub et puis aussi pour valider un peu ce que je disais, la difficulté, pour être sûr qu'on n'était pas trop loin, pour comme il y a certaines fiches, etc. Et la première fois, on l'a fait typiquement dans une communauté académique, sans rien à gagner. Et en fait, on a attiré beaucoup moins de gens. Et c'est là où on s'est dit que le faire c'est là où vraiment est née l'idée de faire en sciences participatives, c'est que le faire dans une communauté académique où les gens n'ont rien à gagner, ils vont y passer beaucoup de temps, c'est pas très intéressant. Et du coup, l'idée du concours, c'était aussi effectivement attirer les gens. Après, c'est certainement pas la seule façon de faire. Hein. Et
je sais pas, je pense à une expérience à laquelle j'ai participé à titre totalement personnel avec les enfants, qui était l'expérience du blob par le CNRS. Je pense que, je sais pas, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, en gros, il y a une dame qui s'intéresse au blob. Le blob, c'est un truc un peu bizarre, c'est vivant, mais c'est pas un champignon, c'est pas un être vivant, c'est pas une plante, enfin, on sait pas trop où c'est classé. Et il y a une dame qui s'intéresse à la croissance des blobs en fonction des paramètres, de chaleur, humidité, température, comment la chaleur évolue, etc. Et du coup, pour évaluer plein de paramètres différents, c'est demandé à des gens de photographier des blobs en suivant certaines courbes d'évolution d'un paramètre particulier. Donc nous, typiquement, à la maison, on avait la chaleur à faire varier sur 3 boîtes. On avait la boîte test. La chaleur était constante à 20 degrés, je crois. La boîte où ça montait, et puis ça restait en haut. Et puis la boîte où ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. Et voilà. Et on photographiait les blobs tous les jours. On mesurait la taille du blob, la surface. Et là, pour le coup, ils ont attiré plein de gens sans avoir rien à offrir, juste de dire vous participerez à une expérience participative. Donc, il y a eu le coup de pub de Thomas Pesquet, il semble. Voilà, en fait, il y a eu quand même un travail de communication énorme qui a été fait parce qu'on a parlé à la radio, Thomas Pesquet en a parlé en emmenant un blog dans l'ISS et en expliquant que c'était une recherche intéressante et tout. Voilà, donc je pense que ça peut marcher sans avoir rien à offrir, mais par contre, c'est clair que la communication. Il y a un coup quoi qu'il arrive. Ouais, il y a un coup quoi qu'il arrive, exactement. Je pense que c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Et juste là, nous avons proposé 2 types d'études en sciences participatives. Ouais. Tu parles beaucoup des deux que tu as, enfin, de Ouais, Alaska et exactement. Vancouver ou de pistes à prévoir. Non, les deux, c'est celles qui étaient vraiment plus dans mon domaine d'analyse des données. Et puis finalement, un peu comme on l'a dit tout à l'heure, se rendre compte qu'il y avait peut-être d'autres façons un peu détournées de trouver de l'information cachée et du coup partir sur une façon de hacker. Mais dans les deux cas, effectivement, ça reste des concours où les gens sont motivés. Dans le cas du deuxième concours, je pense qu'il n'y aura pas de prix parce que c'est pas évident de trouver de l'argent donné comme ça. Et justement, c'était ma question. Donc ça, tu l'as fait dans le cadre du projet LST, ton projet financé. Ouais. C'est quoi comme type de projet? Alors c'était un projet ANF qui a été financé et dans lequel il y avait quand même une partie. Alors c'est vrai que c'est un truc, c'est vraiment très administratif, mais dès le début du projet, il y avait une partie budgétisée qui était, je crois, de 5 à 7 000 euros, je sais plus de mémoire, pour ça. Et c'est notamment en vertu de ça que j'ai pu insister pour que ce soit accepté. Parce que je pense que l'UTT, enfin, même pas que je pense, mais quand je suis allé voir les services comptables en disant, tenez, on va donner 7 000 euros à cette entreprise pour le deuxième concours, il y a des gens qui se tombent dans les pommes, quoi. Mais clairement. Et ça a été non, quoi. Et du coup, il a fallu quand même expliquer que c'était un truc qui était prévu dès le début, qu'on n'aurait pas de problème pour se faire rembourser, etc. Quoi. C'était... Mais ouais, le contrôle de budget a un peu tiqué, quoi, clairement. C'est clair. Okay. Et Uncover, c'est pareil, c'est un projet ANF? C'est un projet européen. Il y a un peu de sous qui est prévu dessus. Mais c'est... Ouais. Après, ce qui est compliqué, c'est que dans la communauté hacking, les gens n'ont pas l'habitude d'avoir des concours avec des sous, quoi, par contre. Ils ont plus l'habitude de faire ça un peu... Ouais, c'est ça, pour le fun. Ok, ce sera plus simple de ne pas avoir de cadeau. C'est ça, c'est ça. Le cadeau, c'est plus tiens, j'ai réussi l'exploit de trouver ça, etc. Donc, on va voir. J'avoue que c'est pas encore très clair. Enfin, c'est clair ce qu'on va faire. On va faire un peu ce qu'on a fait pour le hackathon avec les gens. On l'a fait. Enfin, l'idée de faire avec des gens, c'est aussi de le faire une première fois parce que c'est vraiment très compliqué de trouver le bon niveau, le bon temps, etc. Et là, on a à peu près réglé les choses. Maintenant, c'est plutôt en pratique sur quelle plateforme, quel public, comment le faire, est-ce que c'est un temps limité. Voilà, c'est plus ces questions-là qui se posent aujourd'hui. Et ces questions-là, justement, c'est pas trop ton rôle de chercheur initialement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères que ça fait partie de ton rôle de chercheur ou c'est quelque chose que tu as délégué à... Alors, je pense que c'est un rôle de chercheur pour le coup, mais c'est pas du tout mon domaine, quoi. Je pense qu'il y a des gens qui font des études là-dessus, sur la science participative, sur le challenge-based learning. Je pensais plus sur l'organisation. Mais après, sur l'organisation en tant que telle, vraiment, c'est pas du tout ma chercheur, mais je pense qu'en tant que chercheur, on sait très bien qu'on fait des choses qui sont pas tellement de notre boulot, quoi. Enfin, de quoi que je fais la France. La méthode que tous les trois vous avez utilisée, tu l'as documentée quand vous avez fait un papier sur... On n'a pas vraiment fait un papier là-dessus. Je me suis posé la question si c'est intéressant ou pas, mais... Juste sur l'expé de manière générale. On pourrait, ouais, c'est une bonne question. Mais
ça demande vraiment à se renseigner sur, voilà, c'est pas du tout mon domaine. Je me sens vraiment pas légitime à le faire, quoi, ça, honnêtement. Donc, parce qu'après, il y a différents types de papiers. Il y a des papiers spécifiques et après, il y a des papiers d'expérience Ouais. et study. Tout le monde appelle ça des questions. Ok. Ah, bah, tu vois, Voilà. je connais pas. Parce que là, ce qui me semble limité, c'est qu'effectivement, c'est un cas d'étude. Ouais. Donc après, c'est compliqué de généraliser, quoi, pour moi. Honnêtement. Ouais, il y a ça. Dans certaines communautés, nous, c'est en interaction humain-machine, il y a ça. Enfin, t'as 40 types de papiers, il faut que tu choisisses le bon type. Ouais, c'est vrai que dans notre communauté, il n'y a pas du tout, quoi. C'est pas grave si c'est pas généralisable. Pardon? C'est pas grave si c'est pas généralisable Ouais. Je sais pas. Les gens font 50 expérimentations différentes sur 50 prototypes différents, puis après, quand tu lis les 50 protos différents. Ok. Ouais. Ok. Tu vois, de perdre ta temps. Ouais, j'avoue, je sais pas. Finalement, il n'y a pas le problème de reproducibilité. Non, moi j'avais regardé quand même pas. J'avais essayé de faire des choses bien, donc j'avais lu un peu des papiers sur ces choses-là. Et les gens ont. Il y a une vraie communauté scientifique, quoi. Et c'est pas des gens qui disent tiens, et si on essaie de faire ça, bah c'est super, ça marche, on fait un papier. Il y a vraiment une méthode pour évaluer comment ça a marché, pour évaluer le résultat, il y a des questionnaires pour aux participants, etc. Enfin, les gens font les choses sérieusement. Et du coup, toi, t'as identifié des gens qui font des sciences participatives dans ta communauté ou c'est vraiment des sciences participatives qui sont dans leur communauté? Dans ma communauté, j'en ai pas trop vu. Mais j'ai pas cherché spécifiquement dans la communauté, mais c'est une bonne question. Parce que vrai, je me posais la question si finalement faire une production scientifique, quelle qu'elle soit de vue, ça permet pas plus de mettre en lien en fait deux communautés différentes qui sont Si, c'est vrai, mais c'est une bonne question. Ouais. Non, c'est vrai. Parce que souvent on a ça. Mais je suis pas très habitué, très honnêtement, à faire de la recherche un peu, comment on peut dire, transdisciplinaire. Et on va dire que ce que nous on appelle de la recherche transdisciplinaire, c'est genre analyse de données et réseau. Voilà. Donc c'est transdisciplinaire, mais tu vois, c'est quand même. Voilà, ça reste des trucs qui sont quand même très très proches, quoi, si tu veux. Hein. Mais histoire et sciences sociales, tu vois, waouh, jamais fait, quoi. Ouais, parce que là, je veux dire, application d'une méthode de sciences participatives à une problématique de stéganégraphie, 3 cas d'études. Non, c'est vrai, pour le coup, c'est vraiment une bonne question. Ouais, pour définir, c'est pour ça que je posais la question, est-ce qu'il y a des personnes de sciences humaines et sociales qui étaient venues Ouais, ça pourrait être Non, c'est vrai. Mais c'est vrai. le concours? J'aurais probablement dû, hein, mais en fait, ça m'a déjà tellement d'énergie. Après, si t'as tout tracé. Oui, si t'as tout tracé. Non, pour le coup, on a plutôt essayé de bien faire les choses, on a plutôt bien logué ce qui se passait, la résultats. Si vous êtes déjà 3, s'il y a une personne qui s'ajoute. C'est vrai, c'est une grosse Ça peut être. Après, ça pourrait permettre de convaincre peut-être plus les collègues. Non? Ok, ouais, c'est vrai, d'accord. C'est vrai, c'est pas que je suis à tort. Je sais vrai. Ouais. Mais vous êtes bien. Non, là, je pense que le plus important a été fait. Hein. C'est vrai, c'est ça qu'on dit. Tu t'attendais à ce que ça soit si lent, si prenant en termes d'énergie? Non, vraiment pas, très honnêtement. Et puis surtout, ce qui m'a surpris en termes d'énergie, c'est que moi, je pensais que, alors, ça c'est un peu naïf, mais je me suis dit, ok, on va se mettre sur un coin de table, on va bien réfléchir comment faire les choses, et une fois que le truc sera bien conçu, ça va dérouler. Et en fait, pas du tout, quoi. Mais genre, pas du tout, quoi. Parce que voilà, t'as des gens qui trichent, des gens qui posent des questions, parce que t'as des gens qui comprennent pas, et en fait, t'es en permanence harcelé par des gens. Enfin, c'est bien, si tu veux, les gens sont intéressés, si tu veux. Et honnêtement, je sais que quand j'ai participé derrière au blog, sur le blog CNRS, je me suis dit, mais la pauvre personne qui a dû ça, je pense qu'elle a dû être littéralement, je pense qu'ils sont embauchés des gens pour répondre aux mails, c'est pas possible, quoi. Parce que, quand le concours a été lancé, je pense que j'ai reçu, pendant les 3 mois du concours, j'ai reçu plein d'emails de gens qui voulaient savoir, qui voulaient expliquer. Ah, mais dans tel papier, vous dites ça, pourquoi? Parce qu'ils pensaient que ça va aller avec le concours et tout, et ouais, ça n'en finissait pas. Ah ouais, mais c'était vachement intéressant, de voir un peu les pistes que prenaient les gens, les réflexions qu'ils prenaient, etc. C'était hyper bon. Parce que tu as utilisé une notion ouverte, ce qui est un peu différent de la source participative. Du coup, il
Il y a aussi l'idée de version de tes résultats. Alors, c'est le cas parce que nous, on a tout rendu public, on a rendu les codes publics, etc. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas fait de public, mais c'est pas contradictoire. Hein. Oh non, ouais. Mais même pour le hackathon, là, qu'on a organisé donc il y a 3 semaines, j'avais dit à ma compagne, je me souviens, bon, écoute, c'est jeudi, vendredi, mais t'inquiète pas, je reste tranquille, j'avance sur cette dossier, etc. En fait, je pense que je suis rentré le vendredi, elle m'a dit, alors, t'as fait ce que tu voulais? J'ai rien fait. J'ai littéralement rien fait, quoi, parce que les étudiants viennent toujours te poser des questions, et c'est vachement intéressant. Et c'est souvent des questions qui sont pertinentes, ils veulent aller plus loin, j'arrive à comprendre après les abonnements qu'ils ont derrière, etc. Mais ouais, c'était hyper prenant. Et pourtant, ils étaient que 40, quoi. Ok. Donc c'était ça, le hackathon que tu faisais. C'était ça. Pourquoi Rémi fait un hackathon? Alors en fait, au moment des philos. le hackathon, c'était à la croisée de trois objets différents. C'était donc à la croisée de ça, c'était aussi pour le Crunch qu'ils avaient ça. Et c'est parce qu'on espère le faire l'an prochain dans le cadre européen. On propose des programmes cours de formation. Et les programmes cours de formation, c'est des cours en ligne. Et ensuite, une semaine avec un espèce de projet. Voilà. Étant des projets dans ce domaine-là, mais on se dit pourquoi pas un projet qui serait résoudre des challenges quelque part.